Il y a 6 semaines déjà, l'énigme sur la disparition d'Estelle Mouzin se fissure. La femme du tueur en série veut parler. Bon, là on est bon. Son avocat, Richard Delgenès, doit l'assister lors d'une audition devant le juge. Y a pas de feu là? Elle a des révélations à faire sur la disparition de la petite Estelle Mouzin en janvier 2003. Elle peut le mettre en porte-à-faux, elle peut donner des éléments, etc., qui permettent de confondre Michel Fourniret malgré lui, sans attendre ses aveux à lui. Estelle Mouzin, le visage d'une enfant de 9 ans que toute la France connaît depuis sa disparition inexpliquée le 9 janvier 2003. 17 ans d'un mystère, où l'ombre de Fourniret a toujours plané sans qu'il n'ait jamais avoué. Ce jour-là, pour l'avocat de Monique Olivier, l'ex-compagne de l'ogre des Ardennes, ce mystère doit prendre fin. Après 6 heures d'audience, il confirme que sa cliente a lâché Michel Fourniret. Vous êtes sous avancé. Si vous voulez. Alors, je vous réponds. Allez-y. Elle a fait une déclaration spontanée au terme de laquelle elle a indiqué que pour elle, Michel Fourniret avait bien tué Estelle Mouzin. On a bien avancé sur la piste Fourniret et on a plus avancé aujourd'hui en 6 heures qu'en 10 ans. Voilà, moi, c'est ce que je pense et en tout cas, c'est tout ce que j'ai à faire comme déclaration. Cette première brèche ouverte, il faudra 6 semaines de plus avant que Michel Fourniret n'avoue pour la première fois, ce vendredi, le meurtre d'Estelle Mouzin. Pour maître Corinne Herman, l'avocate du père d'Estelle, il y a une explication à ces aveux plus que tardifs. Alors je pense qu'Estelle Mouzin, c'est un cas particulier pour lui. C'est en tous les cas certainement l'un des derniers crimes, si ce n'est le dernier crime de sang. En tout cas, c'est le dernier meurtre, ou en tout cas l'un des derniers meurtres, puisqu'il est intercepté, sa route est interceptée 6 mois après, donc c'est vraiment la fin de sa carrière criminelle. 17 ans, une éternité pour Éric Mouzin, le père d'Estelle. Nous l'avions rencontré il y a 2 semaines. Désabusé alors, il l'est encore aujourd'hui, même après les aveux. Nous avons affaire à 2 personnes extrêmement, dont le degré de perversion, on va dire, défie l'imagination. Et quelles que soient les déclarations que ces 2 individus peuvent faire, je n'accorde aucun crédit. Je ne veux pas me faire embarquer dans les délires de ces personnes. Je veux me mettre le plus possible à distance. L'amertume d'un père qui renvoie aux errements de la justice. Une justice dont Fourniret s'est joué pendant plus de 17 ans. Tout commence le 9 janvier 2003 à Guermantes, dans ce petit village tranquille de Seine-et-Marne, cher à Marcel Proust. Il est 18h15. Estelle, 9 ans, rentre chez elle à pied. Elle sera vue pour la dernière fois sortant de cette boulangerie avant de disparaître. Redéployez par là, vers le bois. À l'époque, personne ne connaît l'existence de Michel Fourniret. 5 mois plus tard, il est arrêté en Belgique pour une autre affaire, la tentative d'enlèvement d'une jeune fille de 13 ans. Les enquêteurs belges pressentent qu'il n'en est pas à son coup d'essai. Ils préviennent la police de Versailles, en charge de la disparition d'Estelle, qui ne croit pas à cette piste. Fourniret aurait un alibi. Et pour Didier Seban, l'avocat d'Éric Mouzin, les enquêteurs se trompent dès le départ. Malheureusement, les enquêteurs français vont très vite considérer que ça n'est pas une piste sérieuse. Écartent Michel Fourniret, on ne sait pas très bien pourquoi, au travers de cet alibi, au travers de l'idée que c'est loin des Ardennes belges, qu'il y avait de la neige, et vont très vite dire à 99,99%, ça n'est pas Michel Fourniret. Donc cette piste, à peine ouverte, va très vite être fermée. Et on va chercher dans d'autres directions, il va y avoir un vrai travail dans d'autres directions. Or, pour nous, c'est une erreur sur la manière de porter le regard. Vous savez, ce que je dis souvent, il n'y a pas tant que ça de meurtre
d'enleveurs d'enfants. Si dans chaque affaire où une situation de ce type est trouvée, on interrogeait le parcours des criminels déjà mis en cause, peut-être qu'on résoudrait plus d'affaires. En 2013, la chef d'enquête de l'affaire Mouzin n'y croit toujours pas et le dit en conférence de presse. En imaginant que Fourniret, effectivement, ce jour-là, ait eu une pulsion qui l'ait poussé à enlever une petite fille, je vois pas l'intérêt de faire des centaines de kilomètres pour enlever cette petite fille. Il pouvait juste passer la frontière, il pouvait même rester en Belgique. L'alibi de Fourniret, un coup de fil qu'il aurait passé à son fils depuis son domicile, ici, en Belgique, ce que confirment les relevés téléphoniques, et sa femme, Monique Olivier. Pourtant, il y avait de nombreux indices permettant de l'incriminer. 2 jours avant l'enlèvement d'Estelle à Guermantes, une autre fillette a été abordée par un inconnu qui circulait dans une camionnette blanche, semblable à celle de Michel Fourniret. Elle établit un portrait robot, dont les grandes lignes ressemblent à celui du tueur en série. Plus étonnant encore, une photo d'Estelle est retrouvée sur l'ordinateur de Fourniret. En 2007, alors qu'il est en prison, mis en examen pour 7 viols et assassinats, Fourniret lui-même envoie une lettre au juge, déclarant qu'il a des choses à dire sur 3 autres disparitions. Celle de Marie-Angèle Domès, celle de Johanna Parish et celle d'Estelle Mouzin. Mais la justice veut un procès rapidement et ignore le courrier. Pour Corinne Herman, l'avocate d'Éric Mouzin, cette décision est scandaleuse. Cette parole du tueur ne sera pas entendue. Alors, c'est pas la parole de n'importe qui. Certes, c'est un tueur en série. Certes, c'est un manipulateur. Certes, c'est un pervers. Mais c'est quelqu'un qui a reconnu les premiers faits, qui à l'époque avait reconnu 10 faits et qui reconnaissait de nouveaux faits dans cette lettre. Et nous, on n'a pas compris qu'elle ne soit pas entendue, cette parole. On a envie de juger très vite les faits qui ont été avoués, qui ont été déjà avoués par les deux et là où on a trouvé les corps. Donc 2008, on a choisi les victimes qui allaient bien, en sachant très bien que l'instruction pouvait ne pas se poursuivre sur les autres dossiers. C'est ce qui s'est passé. Pour la justice, l'affaire est entendue. Le profil du tueur, un monstre froid, discrédite aussi sa parole. Quelle confiance accorder aux aveux d'un homme que les experts jugent comme manipulateur et qui tue avec un tel détachement. Jean-Luc Ployer, expert psychologue, a rencontré Fourniret en prison. Il n'y a aucune culpabilité chez lui. Il peut pas. Non seulement il le dit, mais je pense que psychiquement, il est ficelé de telle façon qu'il peut pas mettre en place un regret, un remords, etc. Tout simplement parce que ces victimes n'existent pas en tant que sujet, si vous voulez. Elles existent essentiellement en tant qu'objet de satisfaction de ses pulsions sexuelles, dans un premier temps, et de ses pulsions de mort après. Et il va tellement sadiser les choses, qu'il le dira d'ailleurs pratiquement lui-même, à plusieurs reprises, il me dira que dans la scène de crime, comme on dit maintenant, dans le déroulement des faits en quelque sorte, il fait en sorte que ce soit la victime qui lui demande de la tuer, si vous voulez. Et donc, il s'exécute. En mars 2008, le procès s'ouvre à Charleville-Mézières. Michel Fourniret et Monique Olivier sont tous les deux condamnés à perpétuité. Elle pour complicité, lui pour les viols et les meurtres d'Isabelle Laville en 87, de Fabienne Leroy en 88, en 89, Jeanne-Marie Desrameaux et Elisabeth Brichet, Natacha Danet en 90, Céline Saison en 2000 et Maniana Tumpong en 2001. Les familles d'Estelle, de Marie-Angèle et de Johanna, que représente Didier Seban, restent, elles, dans un doute insupportable. Quand Michel Fourniret a été condamné à Charleville-Mézières, la réclusion criminelle à perpétuité, la justice française a dit « Maintenant, c'est fini, on n'enquête plus ». Et a abandonné sa volonté de connaître ce parcours, le parcours de cet homme qui avait pourtant dit « Je commets 2 meurtres par an », d'un homme dont la femme dit très régulièrement il partait en chasse
en chasse évidemment pour tuer des jeunes femmes ou des petites filles. Et donc, on avait tous les éléments pour dire qu'il y avait eu 10 ans de silence criminel, ça n'était pas possible. Donc, on a abandonné les familles à leurs doutes, à leur recherche, à la recherche de vérité. C'est odieux. En 2015, grâce à l'insistance des familles de victimes et de leurs avocats, une nouvelle juge est saisie. Elle reprend méticuleusement tous les dossiers. 3 ans plus tard, en février 2018, la juge parvient aux aveux de Fourniret sur l'assassinat de Marie-Angèle Domès et de Johanna Parish, 2 des 3 noms de la lettre de Michel Fourniret. Et c'est Monique Olivier, l'ex-compagne du tueur, qui cette fois le pousse à aider la justice et à faire de nouvelles révélations. Maître Del Jeunesse se rappelle du jour où Monique Olivier exhorte Michel Fourniret devant la juge à révéler l'endroit où il a enterré Marie-Angèle Domès. On est face à Michel Fourniret, on essaie de trouver l'endroit où il aurait pu enterrer cette jeune fille. Et puis, vous croyez que là, je peux lui poser la question? Donc, elle se lance, elle dit, bon, écoute, maintenant ça commence à bien faire, elle commence à s'énerver, je suis sûr que tu sais où est le corps de cette jeune fille, tu fais tourner tout le monde en bourrique, ça tourne en rond, t'as qu'à le dire, il y a des familles, il y a des gens qui... Moi, j'ai dit ce que je savais, maintenant, pourquoi toi tu parles pas? Tu nous casses les pieds, enfin bon, bref. Elle était la première surprise d'avoir pu réagir comme ça à l'égard du tueur en série, quand même, il a toujours le regard perçant, il a beau avoir vieilli, il reste quand même Michel Fourniret. Et elle était la première surprise à telle enseigne que lorsqu'on est reparti dans le fourgon pour rentrer, elle m'a dit, mais quand même, j'ai pas eu peur de lui dire, mais je n'en reviens pas, comment j'ai pu avoir peur de ce petit bonhomme pendant tant d'années. Quand vous regardez, il ressemble pas à grand-chose, il est tout petit. Je suis plus grande que lui, comment j'ai pu avoir peur de ce petit bonhomme? C'est 2 mois plus tard que Monique Olivier s'adresse à la juge. Elle a des révélations à faire sur la petite Estelle Mouzin. Elle fait tomber l'alibi qui jusque-là protégeait son ex-mari. Le jour de la disparition d'Estelle, c'est elle, à la demande de Fourniret, qui a passé le coup de fil depuis leur domicile de Belgique. Le tueur en série n'était pas là. Il me semble qu'elle revient du côté des humains en essayant de nous donner des éléments. Elle parle des familles, je pense qu'elle veut quand même leur donner une réponse avec ce qu'elle se souvient, avec ce qu'elle peut nous dire avec ses mots. Et je pense qu'elle a encore des choses à nous dire et j'aimerais bien qu'elle puisse les dire et poser justement ses actes et les actes de Michel Fourniret. C'est suite aux déclarations de Monique Olivier que Michel Fourniret est mis en examen le 27 novembre dernier pour l'enlèvement et le meurtre d'Estelle. Mais il n'avoue toujours pas. Ça ne fait pas tilt. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas coupable. Mais ça ne fait pas tilt. Il est passé aux aveux avant-hier. Ses avocats n'ont pas souhaité s'exprimer. Des aveux plus que tardifs, mais peut-être les premiers d'une nouvelle série. Car Michel Fourniret est également soupçonné dans la disparition de Lydie Loger. Une autre affaire, dans l'Orne, en 1993. Plus de 25 ans après, de l'ADN compatible avec celui de la jeune femme a été identifié dans la fourgonnette de l'Ogre des Ardennes. Parmi une vingtaine d'autres ADN encore non identifiés. Ces ADN ont été prélevés par les Belges, ils ont été prélevés par les Français. S'il vous plaît, essayez d'identifier des victimes qui auraient pu... On a demandé à un juge, puis à un autre, puis à un troisième. Ben, c'est le problème des enquêtes en France sur les tueurs en série. On prend affaire par affaire, on va enquêter sur un meurtre, puis un autre juge sur un autre meurtre, puis un troisième juge sur un autre meurtre, sans mettre en perspective. Michel Fourniret, 77 ans, a désormais reconnu le meurtre de 11 jeunes filles, mais il pourrait avoir fait encore bien plus de victimes. Éric Mouzin espère connaître toute la vérité et surtout savoir où repose son enfant. Ça paraît tellement énorme, qu'un enfant puisse se faire enlever, disparaisse, qu'on soit incapable de le retrouver, et que le système judiciaire soit aussi démuni
pour mener une enquête, même si c'est une enquête difficile parce qu'il n'y a pas effectivement de corps, de traces, enfin tout ce qu'on sait. Mais pour moi, c'est inacceptable. Donc à partir de ce moment-là, je ne me pose pas la question d'abandonner, non. Pour l'instant, Michel Fourniret n'aurait donné ni explication sur ce meurtre, ni indication sur l'endroit où le corps d'Estelle pourrait se trouver. Monique Olivier, elle, sera entendue par la juge à la fin du mois. Elle n'a peut-être pas encore révélé tout ce qu'elle sait sur la disparition d'Estelle Mouzin. C'est ici, au 13e étage du palais de justice de Paris, que Michel Fourniret était entendu cette semaine sur la disparition d'Estelle Mouzin en 2003. Le tueur en série n'a pas fait de révélation, son avocat non plus. Vous avez quelque chose à nous dire? Non, je ne fais pas de déclaration. Pourquoi? Parce que je ne sais pas. L'énigme sur la disparition d'Estelle est en passe d'être résolue, grâce aux aveux la semaine dernière de Monique Olivier, l'ex-femme du tueur en série. Aux côtés de son avocat Richard Delgenès, elle a enfin révélé à la juge les détails que lui aurait donné Fourniret sur la nuit où Estelle a disparu. Elle dit tout simplement qu'à 4h30 du matin, Michel Fourniret est rentré et qu'il lui a déclaré qu'il avait obtenu ce qu'il voulait, qu'il l'avait emmené dans le camion, et qu'il l'avait ramené à Ville-sur-Lume et qu'il l'avait étranglé. La fin d'un mystère qui aura duré 17 ans. La disparition d'une fillette de 9 ans hier soir en Seine-et-Marne, la thèse de l'enlèvement est de plus en plus probable. 17 ans de recherche, 17 ans de combat pour son père, Éric. Ma conviction depuis le début, Estelle a été amenée par quelqu'un. Ce père qui n'a jamais rien lâché, malgré les fausses pistes et les espoirs déçus. Ça paraît tellement énorme qu'un enfant puisse se faire enlever, disparaisse, qu'on soit incapable de le retrouver, et que le système judiciaire soit aussi démuni pour mener une enquête, même si c'est une enquête difficile parce qu'il n'y a pas effectivement de corps, de traces, enfin tout ce qu'on sait. Mais pour moi, c'est inacceptable. Donc à partir de ce moment-là, je ne me pose pas la question d'abandonner, non. 17 ans pour que Monique Olivier implique son ex-mari dans la disparition d'Estelle. L'homme, dont elle a épousé la route en devenant sa compagne, puis sa complice dans le crime. Monique Olivier a été la femme par qui la vérité arrive. Elle a un statut particulier parce qu'elle est celle par qui le malheur est arrivé, d'une part avec Michel Fourniret, et celle par qui la vérité est arrivée aussi. Une vérité au bout d'une enquête aux multiples ratés, alors que dès le départ, tout désignait Michel Fourniret. Tout commence le 9 janvier 2003 à Guermantes, dans ce petit village tranquille de Seine-et-Marne, cher à Marcel Proust. Il est 18h15, Estelle, 9 ans, est vue pour la dernière fois sortant de cette boulangerie à quelques centaines de mètres de chez elle. À 19h, sa mère, inquiète de ne pas la voir rentrer de l'école, prévient la police. Il sait très bien qu'il ne faut pas monter avec quelqu'un en voiture. Et je crois qu'elle ne le ferait pas avec un inconnu. Par elle-même. Mais elle est quand même très... elle aime bien parler, elle aime bien discuter, très sociable. Les jours qui suivent, des moyens de recherche colossaux sont engagés. Redéployez par là, vers le bois. Mais il n'y a aucun témoin, aucune piste. Estelle, c'est comme volatilisée. 5 mois plus tard, un homme est arrêté à 300 km de là, en Belgique. Il a tenté d'enlever cette adolescente de 13 ans. Elle est parvenue à s'enfuir et l'a dénoncé à la police.
L'homme est un certain Michel Fourniret. Il est français, il a 61 ans. Les enquêteurs pressentent qu'il est sans doute lié à d'autres enlèvements de jeunes filles, mais Fourniret ne lâche rien. La police se concentre alors sur sa femme, Monique Olivier, et l'interroge sans relâche pendant 1 an, jusqu'à ce qu'elle craque lors de son 121e interrogatoire. Daniel Bourgard dirige l'enquête côté français et assiste aux aveux de Monique Olivier en juin 2004. On voit bien qu'elle est vraiment à bout. Là, il faut reconnaître que la pression qu'ont mis les Belges, les collègues belges sur elle, là, c'est vraiment, c'est ça. Elle tremble de partout. Et puis donc là, c'est là qu'elle nous avoue 6 meurtres dans un premier temps, et puis à 1h du matin, elle nous en donne 3 autres, 9 meurtres. 9 meurtres entre 1987 et 2001. Les victimes sont âgées de 12 à 31 ans. Michel Fourniret confirme avec détachement et froideur être l'auteur des crimes qu'il croit prescrits. Pour Estelle, il nie et il a un alibi. Le soir de sa disparition, il a passé un coup de fil à son fils depuis son domicile, ici, en Belgique. Ce que confirment les relevés téléphoniques et sa femme, Monique Olivier. Un mensonge qu'elle mettra 17 ans à avouer. C'est elle qui a passé l'appel à la demande de Fourniret, le soir où Estelle a été enlevée. La semaine dernière, Monique Olivier a précisé à la juge les détails de l'enlèvement. Après le rapt, Michel Fourniret aurait emmené Estelle dans ce village des Ardennes et l'aurait séquestrée dans cette maison, appartenant à sa sœur décédée quelques mois plus tôt. Il aurait puis étalé la fillette et serait rentré chez lui en Belgique, le pantalon maculé de boue. L'avocat de Monique Olivier avance une explication sur les années de silence de sa cliente. C'est pas une volonté ou plutôt un refus de parler de la part de Monique Olivier, c'est juste que, je dirais, quand on a commis des atrocités ou qu'on a été complice d'atrocités avec Michel Fourniret, pour vivre avec ça, je pense que le cerveau crée des verrous, comme un coffre-fort avec plusieurs portes, si vous voulez. Donc il faut rentrer là-dedans, il faut remonter 17 ans, 20 ans, 25 ans plus tôt, et puis ouvrir les portes. Pas facile pour Monique Olivier de se libérer d'un pacte criminel qui l'a lié à Michel Fourniret pendant plus de 15 ans. Michel Fourniret et Monique Olivier se sont rencontrés en 1987. L'homme, tantôt ferrailleur, tantôt fraiseur, est alors incarcéré en région parisienne. Il a été condamné à 7 ans de prison pour 13 agressions sexuelles et 1 sur mineur. Né à Sedan, dans une famille d'ouvriers, il a déjà été marié 2 fois et père de 4 enfants. Depuis sa cellule, il publie cette petite annonce dans un hebdomadaire catholique. Prisonnier aimerait correspondre avec personne de tout âge pour oublier solitude. À l'autre bout de la France, dans le Gard, Monique Olivier, 38 ans, garde-malade, lui répond. Elle se remet difficilement de son divorce avec un mari violent. Elle sait que Fourniret est un prédateur, mais elle lui écrit beaucoup. Ils échangent plus de 200 lettres en 8 mois. Et Michel Fourniret lui propose un pacte démoniaque. Il la vengera de son mari. En échange, elle l'aidera dès sa sortie de prison à trouver de jeunes vierges pour satisfaire ses fantasmes. Cette satanée membrane, je la veux. Comme j'aurai percé le ventre d'une vierge, je serai un homme comme les autres. C'est avec plaisir que j'exécuterai tes ordres. Je veux travailler auprès de mon fauve, le seconder. Une fois Fourniret libéré en octobre 1987, le couple s'installe dans ce village près d'Auxerre. 2 mois plus tard, les amants commettent leur premier meurtre sur cette petite route de campagne. Monique Olivier enlève Isabelle Laville, 17 ans, alors qu'elle rentre de l'école. 32 ans plus tard, Jean-Pierre, le père d'Isabelle, a toujours autant d'émotions à décrire le mortel guet-apens dans lequel est tombée sa fille. Pour convaincre Isabelle de monter dans la voiture, elle disait qu'elle recherchait un médecin pour son fils,
qui était malade. Elle est montée et c'est là que, un petit peu plus loin, elle s'est arrêtée parce que Fourniret faisait du stop avec un bidon à essence. Il est monté derrière et c'est là Fourniret qui lui a tenu les cheveux, puisqu'il avait des longs cheveux, il lui a tenu la queue de cheval, quoi, et il l'a bloqué dessus et il lui a dit de se taire, quoi. C'est dans cette maison que le couple ramène la jeune fille. Michel Fourniret tente de violer Isabelle, il n'y parvient pas. Il l'étrangle et se débarrasse de son corps en la jetant dans un puits. Pour Maître Bert, l'avocat des parents d'Isabelle, ce premier crime traduit toute la perversité du couple et en annonce forcément d'autres. Ce meurtre va sceller leur contrat diabolique. Je vous rappelle que, alors qu'ils étaient encore en prison, elle lui avait dit « Quand tu sortiras, je t'offrirai une vierge ». Et la vierge, ça a été Isabelle Laville. Et on a l'impression que leur union a été formalisée ce jour-là par un sacrifice humain. C'est une forme d'union satanique. Ce meurtre initial à 4 mains aurait donné au couple un sentiment de toute-puissance. 4 mois plus tard, il récidive. Un crime pour de l'argent cette fois. Michel Fourniret tue Farida, la femme d'un de ses anciens codétenus. Celui-ci lui avait révélé la planque du butin du gang des postiches, la fameuse bande de braqueurs. Avec Farida, le couple devait récupérer le trésor, caché dans cette tombe. Mais pour pouvoir jouir seul du butin, des dizaines de lingots d'or, Michel Fourniret, aidé de Monique Olivier, supprime Farida. Avec le magot, le couple s'offre ce château 19e dans les Ardennes, au milieu d'une forêt de 15 hectares. Ils s'y installent et élèvent leur fils Selim. Michel Fourniret n'a plus besoin de travailler. Il sillonne la France à bord de sa camionnette qu'il a baptisée Jojo. Il dispose alors de tous les moyens pour poursuivre sa cavale meurtrière. Il a tout ce qu'il faut pour continuer à assassiner. Il a de la mobilité. Il a de l'argent. Pourquoi s'arrêter? Il va pouvoir assouvir ses fantasmes. Il est lâché. Il agit en toute impunité. Et il a tous les moyens à sa disposition. Pendant 16 ans, Michel Fourniret, assisté de son épouse, va se lancer dans une cavale meurtrière qui ne prend fin qu'en juin 2003, avec la tentative d'enlèvement en Belgique. Pourquoi l'enquête sur celui qui deviendra l'un des pires tueurs en série français est-elle passée à côté de la disparition d'Estelle? En 2007, 4 ans après son arrestation, Michel Fourniret envoie une lettre depuis sa prison au juge. Il déclare qu'il a des choses à dire sur 3 autres disparitions, dont celle d'Estelle Mouzin. Mais la justice veut un procès rapidement et ignore ce courrier. Pour l'avocat du père d'Estelle, maître Didier Seban, c'est une tragique erreur. Cette lettre, qui était une sorte d'aveu, elle devait être prise, si j'ose dire, au pied de la lettre. Michel Fourniret ne s'est jamais accusé de crimes qui seraient des crimes d'autres. Il est trop fier de son panthéon criminel pour revendiquer des faits qui ne le concernent pas. Les enquêteurs, comme les juges, ont très vite considéré que c'était un peu notre fantasme d'avocat des cold cases ou de spécialiste des tueurs en série. Pourtant, Michel Fourniret avait lui-même indiqué le chemin. Un an plus tard, en 2008, à Charleville-Mézières, l'audience est ouverte, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Se tient le procès pour les 7 premiers meurtres avoués par le couple. Après 2 mois de débat, Michel Fourniret et Monique Olivier sont tous les 2 condamnés à perpétuité. Pendant ce temps-là, l'enquête sur la disparition d'Estelle se perd dans des pistes improbables.
En Seine-et-Marne, les fouilles entreprises hier sous un restaurant. On a évidemment tout de suite pensé à la petite Estelle Mouzin disparue dans la région. Des fouilles à coups de bulldozer pour ne découvrir que des ossements d'animaux. Plus tard, des recherches en Estonie après la découverte de la photo d'une adolescente ressemblant à Estelle sur un site graphique. Les policiers explorent toutes les pistes, toutes, sauf celle de Fourniret. Pourtant, dès le départ, des indices troublants mènent au tueur en série. Quelques jours avant l'enlèvement d'Estelle, une autre fillette a été abordée par un inconnu qui circulait dans une camionnette semblable à celle de Fourniret. Elle réalise un portrait robot, correspondant dans les grandes lignes au tueur en série. Enfin, une photo d'Estelle est retrouvée dans l'ordinateur de Michel Fourniret. Mais en 2013, la PJ de Versailles est toujours convaincue que le tueur en série n'a rien à voir avec cette disparition. En imaginant que Fourniret, effectivement, ce jour-là, ait eu une pulsion qui l'ait poussé à enlever une petite fille, je vois pas l'intérêt de faire des centaines de kilomètres pour enlever cette petite fille. Il pouvait juste passer la frontière, il pouvait même rester en Belgique. Les convictions policières font les erreurs judiciaires, mais les policiers, ils agissent sous le contrôle de la justice. Or, la justice, c'est 8 juges d'instruction pour l'affaire Estelle Mouzin. C'est en moyenne 2 ans pour un juge. Le temps d'arriver au tribunal, de prendre connaissance du dossier, il faut presque 1 an, ils sont déjà repartis. Et donc, au fond, on était arrivé à une situation de blocage total. Oui, quand on est les cadors de la police de Versailles, on ne va pas prendre ses conseils chez les Belges ou demander l'avis à des avocats. Ils ne sont pas censés savoir. Donc tout ça, c'est l'affaire Fourniret. Tout ça, c'est le dossier Estelle Mouzin et puis d'autres affaires Fourniret qui sont dans ce couloir rassemblé. 17 ans de procédure. 17 ans de procédure, des dizaines de milliers de pages dans tous les sens. Didier Seban et Corinne Herman sont des spécialistes des affaires non résolues. En 2018, ils conseillent à Éric Mouzin de déposer plainte contre l'État, estimant que la justice a renoncé à chercher Estelle. Il y a un dysfonctionnement grave de fond de l'État dans l'instruction du dossier. À la suite de cette plainte, une nouvelle juge est nommée. Elle s'appelle Sabine Kéris. Elle reprend méthodiquement les 85 tomes du dossier, lit les livres que Fourniret emprunte à la bibliothèque et s'attire la confiance du tueur en série, qui lui dira même un jour « Jouer avec un partenaire tel que vous, ça vaut la peine ». C'est une juge qui sait s'entourer des meilleurs et qui sait écouter et entendre ce que lui disent les uns et les autres, y compris les conseils, y compris les victimes. C'est une femme qui a une humanité hors du commun, qui n'est pas dans la réaction, dans l'immédiateté et dans le rejet, et qui a su, eux, qui sont traités comme des monstres partout, les traiter avec humanité, leur rendre cette part d'humanité qui leur permet de s'exprimer avec elle. En novembre 2019, depuis sa cellule, Monique Olivier écrit à la juge. Elle a des révélations à faire sur la petite Estelle Mouzin. Elle fait tomber l'alibi qui jusque-là protégeait son ex-mari. C'est elle qui a passé le coup de fil, le soir de la disparition de la fillette, à la demande de Michel Fourniret. Le premier objectif de l'interrogatoire, c'est cette histoire d'alibi. Il faut faire sauter ça, puisque c'est un non-alibi. Je n'ai jamais vu un meurtre de cet acabit où quelqu'un dirait « ben non, j'ai appelé à tel endroit, donc on n'enquête plus ». Ça n'existe pas, enfin, c'est pas sérieux. Donc il faut faire sauter ça. Une fois que c'est cet alibi-là qui n'en était pas un à sauter, on procède aux actes d'investigation et donc on interroge Monique Olivier qu'après. Et la juge d'instruction a fait une chose logique, même si ça demande 5 ou 6 mois. Mais en 7 mois, elle a résolu une affaire de 17 ans, c'est tout. En mars dernier, Michel Fourniret avoue partiellement le meurtre d'Estelle. La juge ordonne de nouvelles analyses des scellés de l'affaire. Et l'ADN de la fillette est identifié sur un matelas saisi dans la maison de Ville-sur-Lume. Il y a 10 jours, la juge réentend Monique Olivier, qui accepte alors de donner des détails sur l'enlèvement. J'ai tendance à dire que Monique Olivier est peut-être revenue du côté
des humains, d'une certaine manière, qu'elle comprend plus le mal qui a été fait et qu'elle s'exprime pour cette raison. Notre espoir aussi, c'est que Monique Olivier, maintenant, donnant des détails, donnant plus de précisions, avançant avec la juge, la seule manière qu'il pourra avoir, c'est de reprendre la parole et de dire des choses. C'est ce qui s'était passé au procès de Charleville-Mézières. Il s'était tu pendant toute la première partie du procès, il n'avait pas voulu raconter, pas dire un mot, et puis comme la principale vedette devenait Monique Olivier, il s'était mis à parler. Donc le même raisonnement nous donne l'espoir qu'on fera parler Michel Fourniret sur la disparition d'Estelle plus précisément. Cette semaine, Michel Fourniret, dans des propos confus, n'a pas fait de révélation à la juge. Combien de temps Estelle a-t-elle été séquestrée dans la maison de Ville-sur-Lume? Quelle est l'implication exacte de Monique Olivier? Où est la dépouille de l'enfant? Autant de questions qui restent encore aujourd'hui en suspens. Je suis convaincue qu'on va la trouver. Monique Olivier a encore peut-être des choses à nous dire. Lui, il a encore des choses à nous dire. On a quand même une grande connaissance de leur fonctionnement et de leur déplacement. On a des enquêteurs qui le connaissent très bien. On a des moyens de sonder le sol et de rechercher. De toute façon, la question ne se pose pas. Il faut trouver Estelle. Il faut juste trouver Estelle pour la rendre à sa famille, que ça cesse. Des fouilles, en présence de Michel Fourniret et de Monique Olivier, doivent avoir lieu prochainement au château du Sautou et à Ville-sur-Lume, pour tenter de retrouver enfin la dépouille d'Estelle.